Bonjour à tous, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Notre invité de ce mardi matin est Olivier Faure, député PS de Seine-et-Marne et porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Co-présente l'émission sur ce plateau avec moi, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France. Et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour messieurs, merci d'être avec moi. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, je vous le rappelle rapidement. Vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à l'émission, à l'interview et poser votre question. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Olivier Faure, ça y est, tous les partis politiques sont lancés dans la campagne des départementales. Manuel Valls était dans l'Aude, puis à Rennes ces derniers jours. Nicolas Sarkozy était dans le Nord, et puis il commence à taper sur le Parti Socialiste en invoquant le FNPS. Vous savez, cette formule qui est très décriée. Quel est votre sentiment, vous, sur cette formulation FNPS ? Bon, plusieurs sentiments. Le premier, c'est un sentiment d'indignation, parce que s'il y a bien un parti qui n'a jamais eu la moindre complaisance à l'égard du Front National, à la fois sur le fond idéologique et sur le plan électoral, c'est bien le PS. Et à chaque fois que nous avons eu à choisir, nous, entre un candidat de droite républicaine et puis le Front National, nous l'avons toujours fait de manière très claire. Et donc vouloir aujourd'hui accoler ces deux sigles me semble totalement inapproprié. Et puis c'est un manque singulier d'imagination pour Nicolas Sarkozy, qui reprend là un slogan du Front National en l'étonnant, et qui risque après de rappeler en fait plus l'original que la copie. Et enfin, c'est un mauvais signal sur le fond à ses propres électeurs, y compris parce que en laissant penser qu'il y a une égalité stricte entre un parti républicain, le PS, et puis un parti d'extrême droite, le Front National, il accorde à ses propres électeurs la possibilité de voter aussi pour un candidat du Front National. Et là où il espère siphonner les voix du Front National, en réalité, il organise un siphon à l'envers. Et donc c'est à la fois indigne, et en plus, ce sera contre-productif. Alors les départementales, toujours, comment expliquez-vous que le PS n'ait pas pu faire alliance avec ses alliés justement du gouvernement, avec les écologistes en particulier? Il y a d'alliance que dans un cas sur 5 environ. Or, on sait qu'il faut faire 12,5 des inscrits pour accéder au second tour. Il y a péril en la demeure, là, non? Vous avez raison de le dire, il y a péril en la demeure. Il y a plusieurs centaines de cantons dans lesquels le risque au moment des départementales, c'est l'effacement de la gauche dès le premier tour. Et donc là où les états-majors n'ont pas réussi, il faut que les électeurs réussissent. C'est-à-dire qu'ils se regroupent dès le premier tour sur le candidat de gauche qui a le plus de chances de l'emporter, et non pas aller vers cette dispersion, puisqu'on le sait, aujourd'hui nous sommes dans une situation de tripartisme avec l'émergence extrêmement forte du Front National, ce qui suppose d'être dans les deux premiers. Et comme vous venez de le rappeler, il y a des règles très particulières pour les départementales. Il faut faire 12,5% des inscrits. Et si le taux d'abstention est très élevé, faisons le calcul rapidement, si on a 30% de participation, ça veut dire qu'il faut avoir fait au moins 30% ou être dans les deux premiers pour pouvoir être qualifié au second tour. Ce qui signifie que toutes les voix qui se disperseront au premier tour seront des voix perdues, inutiles, et elles favoriseront l'élection d'un conseiller départemental de droite, voire même d'extrême droite. Donc vous demandez aux électeurs d'être plus unitaires que les états-majors. Exactement. Là où les états-majors ont privilégié parfois des opérations internes, eh bien, il faut que les électeurs aient cette conscience que n'ont pas eu leurs dirigeants. Donc concrètement, les écologistes, les radicaux, le Front de gauche, vous appelez tous les électeurs de gauche à voter PS au premier tour. J'appelle effectivement, enfin ça peut être un candidat qui peut être aussi un candidat du Front de gauche ou des écologistes quand il est le mieux placé pour l'emporter. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une exclusive pour le PS, mais évidemment dans l'immense majorité des cas, ce sera un candidat socialiste qui portera cette capacité à rester au second tour et à l'emporter ensuite. Vous l'avez dit, le risque, c'est qu'il y a des centaines de cantons dans lesquels il y a des duels UMP et FN. Est-ce que dans ce cas-là, vous appellerez à voter UMP, comme vous l'avez fait récemment? Oui, pour moi, la position doit être invariante, claire. Si nous voulons maintenir autour du Front National une forme de, on avait appelé ça autrefois un cordon sanitaire, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais en tout cas, si on essaye de maintenir à la tête des Français le fait que le Front National n'est pas un parti banal, n'est pas un parti comme les autres, est un parti qui se singularise à la fois par son histoire, mais aussi par des propositions et par
un fond culturel qui reste un fond xénophobe. Eh bien, il faut effectivement que nous puissions avoir, nous, des principes que nous appliquions de manière invariante pour pouvoir faire la démonstration que face à ces idées qui sont des idées d'intolérance, d'opposition des Français entre eux, de xénophobie, eh bien, il faut être en capacité de toujours dire non. Donc dimanche 22 mars, au soir du premier tour, le PS appellera à voter UMP en cas de duel UMP-FN. Localement, à chaque fois, effectivement, il y aura des positions claires de la part de nos candidats. Ouais. Et il y a un autre cas particulier pour lequel c'est un peu la cacophonie, c'est à Marseille, entre Guérini et un candidat UMP, vous choisirez lequel? Ça, je ne sais pas. C'est une question qui relève de la compétence de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône. Alors la fédération dit qu'elle appelle à voter Guérini, et en même temps certains élus PS disent qu'il faut préférer l'UMP. Je pense que surtout, il faut tout faire pour être en situation de ne pas avoir à se poser cette question-là. Et donc, en l'occurrence, se battre pour que les candidats socialistes soient devant les candidats guérinistes. Jean-Noël Guérini, à qui nous devons une partie de la popularité des partis politiques, dans la mesure où son nom est attaché à un certain nombre d'affaires et qui ont sali, y compris l'honneur de la gauche. Donc je souhaite que les candidats socialistes soient effectivement devant ces candidats partout dans les Bouches-du-Rhône. Et si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il faudra voir ce que sont les uns et les autres. C'est difficile de globaliser dans la mesure où on est dans un système dans les Bouches-du-Rhône qui est un système assez particulier. Donc je préférerais qu'on étudie au cas par cas les situations, les candidats, et qu'à ce moment-là on se prononce. Mais ça relève d'abord d'un choix départemental en l'occurrence. On a une question de Carole qui nous demande en dessous de quel score pourra-t-on parler d'échec pour le PS? Elle nous dit si vous gardez 40 départements, est-ce que vous serez satisfait concrètement? Mais à partir du moment où on perd un département, c'est un échec. Il ne s'agit pas de se masquer derrière son petit doigt. Il faut. Moi, je n'aime pas beaucoup ces soirées électorales où tout le monde arrive et tout le monde a gagné. En fait, si échec il y a, il faudra le reconnaître et chercher à le comprendre, l'expliquer pour en tirer toutes les leçons. Donc, pour moi, dès lors que nous avons un recul sur le plan électoral, c'est un échec. Ce qui est anticipé par tous les pronostics. Ce qui est anticipé par les sondages, par les pronostics, et que nous avons tout pour conjurer, mais c'est vrai que nous sommes dans une situation nous sommes des challengers aujourd'hui. Cette élection renvoie très directement à ce qu'on appelle la France périphérique, donc à ces cantons, non pas forcément les premières couronnes, mais plutôt les secondes couronnes des classes moyennes, renvoyées en dehors des métropoles, en dehors des lieux d'activité et dans des zones où l'on vote beaucoup FN. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour répondre à ces personnes-là? Est-ce que la réforme territoriale en cours de débat à l'Assemblée répond à cette question-là? Je crois d'abord qu'aucune réforme institutionnelle ne peut répondre à la souffrance et au sentiment de relégation de ces populations que vous évoquez. Mais les politiques de proximité peuvent y répondre. Bien sûr. Bien sûr, mais là où je voulais en venir, c'est que je suis un élu de la grande couronne parisienne et les électeurs auxquels vous faites référence, je les connais bien pour les côtoyer chaque semaine et pour vivre avec eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, en gros, nous sommes ceux cette fameuse France qui se lève tôt, celle de Nicolas Sarkozy, qu'il avait décrite sans lui répondre ensuite. Mais donc, on se lève le matin, le profil type c'est je me lève, il est 6 heures, je m'habille, j'habille les enfants, on fait petit déjeuner, et puis après on part avec la voiture, on dépose les enfants chez le nourrice, la grand-mère, la crèche, qui vous voulez. Ensuite on court jusqu'au RER, on cherche à se garer. Première station, on ne trouve pas de place, on va au parking suivant, puis au suivant, puis après à un moment donné on finit par se dire qu'il faut quand même monter dans le train, donc on se gare n'importe où. On monte, on attend sur le quai, parfois le train n'est pas là, parfois il est en retard, puis ensuite on arrive en retard éventuellement au boulot où on nous demande des comptes, on passe sa journée de travail et le soir, rebelote, on reprend le train qui est parfois en retard. Là on s'inquiète parce qu'il y a les enfants qui sont en train d'attendre chez la nounou ou à la crèche. On arrive sur le parc, là où on s'est garé et comme on s'est mal garé, on a en plus un PV. On trouve les enfants
tant bien que mal. On les jette dans un bain pour pouvoir les laver, on les fait manger à toute vitesse, on leur raconte une histoire, on se couche et on recommence le lendemain matin. Cette vie-là, avec 3 heures, 4 heures de transport quotidien, c'est la vie de très nombreux salariés franciliens et franciliennes, mais plus largement dans toutes les grandes agglomérations. Et cette vie, ce sont des gens qui me disent, voilà, moi, c'est dur, je fais beaucoup d'efforts pour tenir debout, et je paye des impôts, et en même temps, ce sont des territoires où les services publics ont disparu, sur la santé, sur l'école. Je prends l'exemple du département de Seine-et-Marne, où nous sommes classés 100e en termes de taux d'encadrement scolaire, alors que nous avons un département qui est parmi les plus dynamiques sur le plan démographique. La santé, il a fallu que je me batte au début de mon mandat pour obtenir la reconstruction d'un hôpital à Melun, alors que ça faisait 10 ans qu'il était attendu et que le projet était déjà sur les fonds baptismaux. C'est la poste qui disparaît partout, c'est la sécurité, avec le sentiment qu'il y a plus de policiers à Neuilly qu'à Savigny. Ces gens-là vous disent on est prêt à voter Front National. Mais bien sûr, et ils le disent le font. clairement, et ils le font. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en gros, on paye des impôts, on n'a pas le service en face. Comme ils n'arrivent plus à croire au retour de la puissance publique, ils disent autant dans ces cas-là qu'on n'ait plus ces dépenses, et quand ils pensent dépenses pour mon collatéral, pour mon voisin, pour celui que je veux voir comme un assisté, qui lui ne sait pas lever le matin et qui lui va toucher à la fin du mois quelques centaines d'euros d'allocation. Et donc c'est ça qui leur est devenu insupportable. Et donc le vrai combat, c'est ce que je leur dis, le vrai combat que vous avez à mener, c'est non pas de vous battre contre tous ces amortisseurs sociaux qui permettront éventuellement à vous aussi un jour de vous prémunir des situations accidentelles de l'existence, mais ce que vous devez vouloir avec moi, c'est le retour effectivement des services publics dans ces zones qui sont des zones trop souvent abandonnées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de représentativité des partis politiques aujourd'hui? Est-ce que les Français n'ont pas l'impression que les partis, finalement, c'est des élus, des notables qui ne portent plus ce qu'ils attendent? Est-ce qu'on ne va pas échapper à une recomposition à un moment donné de ce paysage politique? C'est vrai que si les partis n'arrivent pas à entendre le cri sourd de ces populations, dans ces zones-là, en tout cas, ils disparaîtront, c'est vrai. Parce que personne ne comprendra plus quelle est la raison pour laquelle on devrait voter pour nous. Mais moi, ce que j'essaye de faire chaque jour, c'est au contraire de retrouver un discours qui soit entendable en se préoccupant du quotidien. Et quand aujourd'hui je m'élève contre le plan Hidalgo qui permettra peut-être de faire diminuer la pollution à Paris. On va en parler, mais j'en dis un mot juste à ce stade, juste pour dire que quand on a des mesures d'interdiction qui vont frapper en fait toute la petite et la grande couronne, pour des gens qui n'ont aucun transport alternatif, là je me dis qu'on est un peu chez les fous, parce qu'au moment où on dit qu'il faut casser les ghettos, eh bien on est en train de casser la mobilité, la fluidité, alors même que le vrai sujet aujourd'hui de mixité, il est dans les transports. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a maintenu un rêve, une utopie assez artificielle qui est de dire on va restaurer de la mixité dans les quartiers. Mais je vous mets au défi, en réalité, de faire revenir dans des quartiers qui sont aujourd'hui paupérisés, des populations de cadres moyens, supérieurs, etc. Vous ne ferez pas venir de dirigeants d'entreprise dans des quartiers qui sont des quartiers HLM aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est réaliste? Eh bien, c'est de faire en sorte que tous ces quartiers-là soient reliés au cœur métropolitain. Et donc c'est comme ça qu'on assure de la mobilité sociale en faisant la mobilité spatiale. Je prends un exemple très concret. Quand vous avez tout à l'heure parlé du vote Front National, et j'y reviens. Le vote Front National, qu'est-ce qui a été observé par tous les grands instituts? C'est qu'il est extrêmement faible dans les cœurs de métropole, à l'endroit où on est avec les grands gagnants de la mondialisation, et puis au fur et à mesure, en fait, il y a une espèce de courbe, de fossé qui se creuse et qui est à son plus bas niveau, à 45 km des cœurs de métropole. Et bien, ça c'est un premier constat. Le deuxième constat que vous pouvez faire, c'est que quand vous prenez une ligne de RER, en fait, toutes les communes qui sont situées sur la ligne de RER ont un vote Front National qui est plus faible que les communes qui sont
qui s'en éloignent. Pourquoi? Parce que vous avez toujours ce lien à la mobilité et donc ce lien à l'endroit où et qui les choses accroît se les passent. chances de retrouver un Et qui emploi, accroît les chances d'avoir un d'accéder emploi, à la d'accéder culture, exactement, l'accès à la culture, l'accès aux services, l'accès à tout ça, et donc le sentiment d'être un inclus. Et plus vous vous éloignez de ces réseaux de mobilité, et plus vous avez le sentiment d'être exclu, et donc de vivre sur une terre de relégation. On Et va donc c'est revenir la sur raison le pour point. laquelle Si- il faut si vous absolument perdez les élections départementales, ce qui est probable, puisque vous faites quand même 60% actuellement, vous détenez 60% des départements, qu'est-ce qu'il faudra en déduire comme leçon politique? Est-ce qu'il faudra une inflexion? Est-ce qu'il faudra remanier? Est-ce qu'il faudra, je ne sais pas, qu'est-ce que vous imaginez à ce stade? Mais moi, je ne veux rien imaginer à ce stade, vous l'imaginez bien, Parce que vous n'imaginez pas que vous allez perdre. Si, je pense que c'est une probabilité qui est forte, mais pour l'instant, j'en suis simplement à chercher à faire en sorte de faire comprendre ce que nous avons fait pendant les dernières années dans ces conseils départementaux. Et donc ne pas laisser cette élection, c'est pas un référendum pour ou contre Marine Le Pen. C'est pas simplement le premier round d'une future élection présidentielle. On est à élire des élus de proximité qui vont avoir un rôle important dans les prochaines années dans tous les départements. Parce que c'est vrai que ça va être progressivement gommé dans la campagne et tout ça, parce que c'est toujours la même histoire. On finit par simplifier à l'extrême les enjeux. Mais l'enjeu quand même prioritaire, c'est quelle crèche, parce que le Conseil général s'occupe de tous les âges de la vie. Donc c'est quelle crèche pour mes enfants, quel service pour les transports, quelle éducation au collège, Si le Front qu'est-ce qu'on National fait pour les personnes âgées dépendantes. parvient à prendre plusieurs départements, vous pensez que ce sera une catastrophe? Comment vous visualisez, comment vous interprétez ça? Ben, ce sera surtout une catastrophe pour ceux qui verront les services disparaître, parce que quand on lit ce que le Front National souhaite proposer, ou surtout quand on regarde quelles sont leurs réalisations depuis qu'ils sont en fonction dans un certain nombre de mairies, c'est surtout en fait des endroits où la culture, l'éducation... Le Front National n'est pas capable de gérer aujourd'hui un département. C'est ce que vous dites en substance. Non, je ne dis pas que ce n'est pas un problème de capacité, c'est un problème d'orientation. C'est-à-dire qu'une politique de gauche, de droite ou d'extrême droite, ce n'est pas la même chose. Et donc, quand vous avez des élus qui font des choix, ils sont marqués par, par une matrice idéologique. Et celle du Front National est une matrice qui est une matrice d'exclusion, d'opposition des uns contre les autres, et qui... on va cesser un peu de parler du Front National, on va parler plutôt du Parti Socialiste dont vous êtes le porte-parole. L'utilisation du 49.3 il n'y a pas très longtemps a révélé des fragilités dans la majorité. Les frondeurs sont taxés d'immaturité par Manuel Valls depuis quelques temps, mais pourtant dans l'opinion, ils sont plutôt soutenus. Il y a des bons chiffres de soutien aux frondeurs qu'on estime être des sentinelles de gauche pour appeler à François Hollande certaines promesses. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut les voir, les frondeurs? Est-ce qu'il faut les voir comme des sentinelles pour appeler un marqueur de gauche à François Hollande qui pourrait être susceptible d'oublier certaines de ses promesses? Moi, je crois que ce sondage, il marque surtout une chose, c'est que les Français sont attachés au pluralisme et au fait qu'il y ait, y compris dans tous les partis politiques, un débat qui soit un débat riche. Donc les frondeurs sont utiles encore aujourd'hui au Parti Socialiste. Je pense qu'il y a une utilité. Mais c'est là où les sondages sont quand même, ne peuvent pas apporter toutes les réponses. C'est que si vous aviez sondé sur le sentiment de quoique permanent, vous auriez aussi eu des sondages qui étaient très largement, où les Français auraient condamné très largement les couacs en disant c'est impossible d'avoir des gens qui ne s'entendent pas entre eux. Donc il y a à la fois à maintenir un débat qui est un débat important entre nous, et en même temps, au moment de la décision finale, arriver à se rassembler. Moi, et j'ai la même position que les Français de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je considère que le débat, il est non seulement légitime et naturel, mais même il est indispensable. Et en même temps, quand une décision est prise, il faut s'y plier, parce qu'autrement, il n'y a plus de capacité à gouverner. Justement. Le bureau national du PS dit aux frondeurs qu'il y aura des conséquences s'ils ne votent pas les textes du gouvernement. Quelles peuvent être ces conséquences? Est-ce que c'est sur les investitures, une exclusion du parti, un carton jaune puis un carton rouge?
Qu'est-ce qu'on peut faire à l'égard de députés qui ne votent pas selon la ligne du parti ou du groupe? On peut, la panoplie est large, comme vous venez de le rappeler. Qu'est-ce qu'on a adopté au Bureau national du PS? On a adopté un rappel à la règle qui est en réalité relativement simple. C'est que, comme je viens de le dire, on a tous le droit d'avoir une opinion. Et on a tous le droit de l'exprimer, y compris. Il n'y a pas de, c'est pas un monolithe. Il ne s'agit pas de transformer les socialistes en caporaux, adjudants et hommes de base. Justement, le député, l'élu, il rend des comptes à ses électeurs et non pas aux partis politiques. Comment vous expliquez ce... Il rend des comptes, il rend des comptes à ses électeurs et en même temps, il a aussi à rendre des comptes à son propre parti au sens où le travail que nous réalisons est un travail collectif. Aucun député individuellement n'a la capacité à faire avancer un pays. Et donc ça suppose à un moment donné de se regrouper, de mutualiser nos forces et nos faiblesses pour pouvoir arriver à quelque chose. Donc le débat il est légitime, mais quand il est sanctionné par un vote qui est un vote majoritaire, la démocratie c'est aussi de respecter le fait majoritaire. Ce que j'ai expliqué au Bureau national la semaine dernière à mes amis frondeurs, c'est qu'eux-mêmes cherchent à être majoritaires. Au prochain congrès, puisqu'il y a un congrès au Parti socialiste comme tous les 3 ans, ils veulent être majoritaires. Mais ça sert à quoi d'être majoritaire si demain, ils n'ont pas la garantie, une fois majoritaire, que, y compris la minorité, suivra la majorité? Dans ces cas, ça veut dire que la gauche n'a plus jamais de capacité à diriger, puisque vous aurez toujours une petite minorité qui sera la charnière et qui empêchera la majorité de diriger. Tout ça est un peu compliqué le matin, mais enfin, c'est quand même la vérité. Et donc, il faut respecter le fait majoritaire, parce que c'est l'outil. Et toute sorte de la gauche, c'est ça, c'est d'avoir cherché à dépasser l'infinité du Ségolène Royal, l'infinité de chapelles qui, en fait, coexistaient. Et l'œuvre originelle de Jean Jaurès, c'est d'avoir réussi à regrouper ces familles qui étaient très disparates. Mais ce que disent les frondeurs, c'est que la majorité, enfin le programme de François Hollande, ils sont là pour le rappeler finalement qu'il y a eu une déviation. Est-ce que le prochain congrès, d'ailleurs en juin, va pas être un pour ou contre Manuel Valls qui ne faisait que 6%, je crois, en 2011 lors des primaires? Oui, alors tout ça est très artificiel parce que, je reviens d'abord sur la dernière assertion, sur les 6% de Manuel Valls. Il a fait 6% parce qu'il y avait Martine Aubry et François Hollande notamment qui étaient sur la même part de marché, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, le valsisme est plus important, vous pensez qu'il était... C'est une évidence. Je ne parle pas de valsisme. Pour moi, il s'agit simplement d'être socialiste et de vivre dans son temps. Il ne s'agit pas de ramener ça à telle ou telle écurie pré-présidentielle. Mais effectivement, dire qu'il ne pesait que 6%, c'est un peu artificiel et c'est une façon de laisser penser que la politique qu'il mène aujourd'hui serait une politique ultra minoritaire à gauche, ce qui est faux. Ensuite, on se fait forcément élire sur un projet, mais il n'est pas complètement interdit, pendant les 5 ans que dure un mandat, de faire attention aussi à ce qu'est la conjoncture économique, à ce que sont les événements et ne pas rester figé sur une orientation. Une orientation, oui, mais par contre, dans les mesures spécifiques, on ne peut pas non plus considérer on doit cocher toutes les cases. Et d'ailleurs, si on devait simplement faire cet exercice-là, je crois que c'est Jean-Marc Germain l'autre jour qui reconnaissait que 50 des 60 propositions de François Hollande ont déjà été mises en œuvre ou la mise en œuvre est déjà entamée. Donc, de ce point de vue, le respect du programme est assez large. Simplement, il faut aussi aller plus loin. Et quand on a un problème qui est posé par le rapport Gallois en novembre 2012 sur la compétitivité des entreprises, on ne peut pas dire, bon, attendez, là, on nous donne un rapport qui est extrêmement inquiétant, mais comme on ne l'avait pas dit, on attend 4 ans, 5 ans pour pouvoir revenir devant vous et ça n'est pas sérieux. Il faut quand même qu'entre 2 élections, il se passe quelque chose. Et le scrutin, les électeurs dans un scrutin délèguent en fait leur pouvoir à des élus qui ont vocation justement à réfléchir à ce qui se passe. Vous êtes confiant pour le congrès ce mois de juin, ça va bien se passer? Vous allez vous réunir? Moi, je ne sais pas s'il faut être confiant ou pas. Il faut toujours être vigilant dans la vie. Il ne faut pas partir justement en étant sûr de quoi que ce soit. Et il faut toujours travailler. Et donc il faut travailler à cette unité qui est notre talisman. On le dit souvent, mais sans ce rassemblement, rien n'est possible. Et ceux qui pensent que dans la division, on peut prospérer se trompent. Peut-être qu'eux prospéreront
dans le Parti socialiste, mais le Parti socialiste ne prospérera nulle part. Est-ce que l'une de vos difficultés ne tient pas au fait que le parti n'assure pas ou assure mal les allées et venues entre l'opinion et les élus, à la fois sur faire la pédagogie de ce qui est décidé et faire remonter les préoccupations des électeurs de l'opinion. En gros, et c'est ce que nous disent un certain nombre d'internautes, est-ce que le PS n'est pas trop un parti, il dit de vieux professeurs à la retraite, c'est un peu caricatural, mais c'est pas complètement faux non plus, donc un parti déconnecté de l'opinion. Alors d'abord, c'est vrai que le Parti socialiste était plutôt en panne après son congrès dit de Toulouse, qui était au lendemain de l'élection présidentielle, mais le changement de gouvernance, pour ne pas dire de premier secrétaire, a permis de remettre en marche un Parti socialiste qui était effectivement en difficulté. Il y a des adhérents nouveaux aujourd'hui ? Il y a des adhérents nouveaux, bien sûr. Il y a même un taux de rotation important parce qu'on croit toujours que ceux qui rentrent dans les partis politiques, ils restent toute leur vie. Et ils sont un peu endoctrinés, tenus, etc. Le Parti socialiste, c'est une maison où bientôt, je sais pas dire, où la porte reste ouverte dans les deux sens. La porte est ouverte dans les deux sens et où les gens viennent, trouvent ou pas ce qu'ils y cherchent. Et certains y restent, d'autres en partent, d'autres y arrivent. Donc il y a un renouvellement permanent. Mais je voulais prendre le processus des États généraux que nous avons connu il y a quelques mois. Il a permis, pour faire très directement référence à ce que vous venez de dire, de permettre à des gens qui, adhérents du Parti socialiste, souhaitaient donner leur point de vue, de le faire. Il y a eu des milliers de contributions publiques et tout ça a donné lieu à donc, un texte dont tout le monde a salué le contenu, même s'il n'était pas de nature à révolutionner les choses. Mais on est en permanence là aussi à chercher à faire le lien entre un terrain, le terrain, les Français et le gouvernement. Vous êtes armé, le Parti socialiste est armé, c'est un parti moderne pour affronter les enjeux à venir. Vous voyez comme ça ? C'est un parti moderne. Parfois, il y a des gens qui le sont moins en son sein, mais nous avons, en tout cas, c'est pas un problème d'outils, c'est un problème après, y compris de bonne compréhension, de bonne gouvernance et de fluidité du lien entre le parti, le gouvernement et le groupe. On a une question de Pierre qui réagit. Est-ce que vous disiez à l'instant, il disait finalement, Olivier Faure, vous êtes en train de dire que le Parti socialiste aujourd'hui est un parti social-démocrate et qu'il n'y a pas la place, je sous-entends, pour peut-être d'autres sensibilités. D'abord, c'est un parti social-démocrate depuis longtemps. Personne ne le découvre vraiment, même si maintenant le mot est assumé davantage par les socialistes. Mais ça veut dire quoi social-démocrate? Ça ne veut pas dire socialiste de droite. Ça veut dire que nous avons un rapport, y compris à la démocratie, qui n'est pas simplement un rapport à la démocratie électorale, mais que nous y mêlons aussi la démocratie sociale. Et que nous souhaitons aboutir par le biais des partenaires sociaux à des compromis productifs et qui permettent d'avancer parce que on peut être radical, c'est une facilité dans tous les domaines, mais la radicalité, ça amène à des contre-radicalités et ça amène surtout à ce que ce qu'on propose ne soit pas accepté. Moi, je pense que ce qui est accepté est infiniment supérieur à ce qui est imposé, parce qu'au moins c'est appliqué. Des mesures radicales, vous en avez dans toutes les législatures, vous avez des mesures radicales qui sont adoptées et on vous dit c'est génial. Et puis quelques années plus tard, on s'aperçoit de quoi? Que ça n'est absolument pas appliqué, parce que c'était trop brutal. Donc il vaut mieux parfois prendre le temps du compromis. Évidemment, c'est plus tiède que l'eau chaude ou l'eau froide, mais au moins ça marche et ça avance, et ce pays a besoin d'avancer. On va parler de compromis, on va parler d'économie un petit peu. On vous a écouté un spécial pour ou contre. Pour ou contre, c'est une des séquences de l'émission. Consacré aux nouvelles idées qu'on va peut-être avoir dans le débat au mois de mars sur la loi travail, dont on parle beaucoup, qui est prévue pour fin mars. Alors rapidement, on va parler de 3-4 propositions. C'est un exercice difficile, mais on vous demande juste si il faut être pour ou contre, et un mot rapide d'explication. Est-ce qu'il faudra, oui ou non, assouplir encore davantage le temps de travail et les salaires dans les entreprises en difficulté? Non, et pour une raison simple d'ailleurs, c'est que la durée légale du travail est la durée à partir de laquelle se déclenchent les heures supplémentaires. Et quand j'entends Nicolas Sarkozy dire à la fois qu'il veut abroger les 35 heures et en même temps qu'il veut remettre les heures supplémentaires défiscalisées, on est juste dans un mensonge grossier et grotesque. Parce que si vous annulez les 35 heures, vous ne pouvez plus déclencher les heures supplémentaires. Donc c'est là où il y a un mensonge qui est le nœud au milieu de la figure, et je suis étonné que personne ne l'ait relevé jusqu'ici.
Faut-il, oui ou non, revoir le temps de travail dans la fonction publique? Là aussi, c'est une proposition de Nicolas Sarkozy. Je ne vois pas pourquoi on choisirait de stigmatiser la fonction publique, si ce n'est vouloir à nouveau laisser entendre que dans la fonction publique, on ne travaille pas. Mais moi, je crois qu'il y a une réforme de la fonction publique à organiser, une réforme de l'État qu'il faut entreprendre de manière assez systématique. Mais ça ne passe pas par la volonté de différencier le salarié du public. Je pense et du que privé. son propos visait davantage d'ailleurs les congés des enseignants. Ben, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup, on demande beaucoup d'enseignants et qu'on ferait mieux de revoir avec eux la pédagogie, l'accompagnement des enfants, plutôt que de chercher là aussi à toujours les montrer du doigt parce qu'ils ont des vacances scolaires que d'autres n'ont pas. Moi, il y a d'autres contraintes et je préfère que dans le deal avec eux, on se pose la question de savoir comment on accompagne les enfants plutôt que de chercher à chaque fois à les marquer au fer rouge. Faut-il réformer les allocations chômage? Ça ne relève pas de la compétence des politiques, c'est d'abord une compétence des partenaires sociaux. Donc à l'évidence, il faut à chaque étape, ne serait-ce que pour assurer l'équilibre de ce régime, faire en sorte de le réformer, mais pas forcément dans le sens que l'on entend ces jours-ci. Moi, je ne souhaite pas que l'on revienne sur le montant ou la durée de l'indemnisation, tout simplement parce que dans une période de fort chômage, alors c'est évidemment une question qui est posée aux partenaires sociaux parce qu'ils se disent, puisqu'il y a de fort chômage, il faut veiller à la dépense, mais en même temps, c'est dans les périodes de fort chômage qu'il faut veiller justement à correctement indemniser des gens qui ne font pas le choix du chômage. On entend souvent ça aussi, mais plus le chômage est important et plus on est non pas sur des chômeurs professionnels, mais sur des chômeurs qui sont sous la contrainte et donc il faut en tenir compte et veiller à ce que le régime indemnitaire ne soit pas un régime pénalisant. Et faut-il, oui ou non, lisser les seuils sociaux? Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Si ça veut dire lisser les obligations qui sont faites, je n'y suis pas favorable. En revanche, si c'est de revenir sur les 7 seuils sociaux que vous avez et simplifier, parce que là, vous avez 7 seuils différents. Donc, à chaque fois, à 10, à 11, Autant de à 15. blocages. Pas forcément des blocages, mais en tout cas, ça devient un maquis juridique en droit du travail qui est à peu près incompréhensible. Donc, il faut supprimer un certain nombre de seuils et regrouper les obligations qui sont faites à chaque seuil sur 2-3 butées, et puis simplifier aussi le mode de calcul de ces seuils, parce qu'aujourd'hui vous avez des modes de calcul différents pour chaque seuil, ce qui complique à l'infini la vie des entreprises. Allez, un dernier mot, Olivier Faure d'Économie. Aujourd'hui, Manuel Valls va présenter la prime activité qui va remplacer le RSA activité et la prime pour l'emploi, fusionner les deux. Est-ce que, selon vous, un montant qui serait à 215 € par mois, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, on ne connaît pas encore le montant, mais il se préciserait autour de 215 € par mois, c'est suffisant selon vous? Il y a certaines associations de lutte contre la pauvreté qui trouvent que c'est trop peu et qui espèrent convaincre Manuel Valls de fixer ce montant à 250 €. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra quels sont les ajustements qu'il y a à opérer et on discutera avec les uns et les autres. Moi, je ne veux pas donner un montant que j'ignore même quel est le montant que le gouvernement fixera a priori. Donc, attendons quelques heures pour pouvoir en discuter. Mais surtout, ne laissez pas penser que ça vient remplacer. Là, on parle de la fusion effectivement de la PPE et du RSA. Il ne s'agit pas de dire que les gens qui sont sans rien seront d'un seul coup à 250 €. Ils ont, oui, ça sera dégressif en fonction des c'est pour ceux qui effectivement reprennent un emploi et qui sont accompagnés dans leur démarche pour qu'ils n'aient pas le sentiment au moment où ils reprennent l'emploi qu'en réalité c'était plus intéressant de rester au chômage. Allez, maintenant on va parler de transport, si vous voulez bien. C'est un domaine que vous connaissez bien, notamment en Île-de-France. Voilà, vous avez rappelé tout à l'heure, vous avez critiqué la mesure souhaitée par Anne Hidalgo de bannir les véhicules polluants du centre de Paris. Bénédicte vous demande, que pensez-vous de l'idée d'un éco-péage qui avait été émis notamment par Valérie Pécresse, éco-péage qui se trouverait à l'entrée de la capitale? Je suis contre aussi, et je vais vous dire pourquoi je suis, parce que je ne veux pas non plus être contre tout. Mais l'éco-péage, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez un droit à polluer, et donc plus vous êtes riche, plus vous pouvez polluer. Moi, je considère que
la pollution des riches comme celle des pauvres, elle doit être éradiquée. Et donc, moi, ce que je suggère, c'est que nous fassions preuve non pas d'originalité, mais que nous tenions compte de ce qui se passe dans dans tous les grands pays voisins européens, qui, eux, ont adopté un principe simple. Il y a des zones à basse émission. Dans ces zones à basse émission, il faut être équipé ce qu'on appelle un rétrofit, en fait un filtre à particules, qui donc permet de filtrer l'essentiel des particules dégagées par les gaz d'échappement. Et donc, à cette condition-là, tout le monde peut rouler, y compris avec des véhicules anciens. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2020, vouloir interdire tous les diesels et tous les véhicules essence de plus de 10 ans et les motos de plus de 5 ans, on est dans un système qui est réellement punitif et qui va tout simplement créer de la ségrégation spatiale. Comment imaginer que des gens qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts puissent se racheter d'ici là un véhicule? Alors on nous dit, mais il y a des véhicules électriques et il y aura un bonus. Mais d'abord, le bonus, il n'est pas pour tout le monde, il est réservé à la petite couronne et à Paris Intramuros pour les professionnels uniquement. Ensuite, moi, je vous donne des exemples concrets. Il y a des gens, l'autre jour, quelqu'un me dit, mais moi je veux bien acheter, pour ne pas la nommer, une Zoé. On circule sur Sénart. Mais vous voyez bien que si j'achète cette Zoé, j'ai 150 km théorique d'autonomie. En réalité, dès que je mets le chauffage ou la clim, c'est plutôt 110. Je vais aller à Paris, je m'arrête porte d'Orléans, et puis là, je jette ma voiture, j'essaye de continuer après, et puis je reviens le soir, c'est tout ce que je peux faire. Mais la voiture, non seulement j'aimerais bien qu'elle me permette de circuler dans Paris, mais surtout j'aimerais bien qu'elle me permette aussi d'aller en vacances. Les gens ils achètent une voiture uniquement pour aller à Paris. Ils ont un véhicule qu'ils prennent aussi pour aller au camping l'été, pour aller voir les grands-parents en province, pour aller... Donc là, il y a d'abord... Premier problème, c'est qu'il faut que je rende ma voiture diesel. Ma voiture diesel, elle est déjà décotée puisque en fait personne ne veut l'acheter. Ensuite, j'achète un véhicule électrique. Un véhicule électrique a une autonomie qui est trop faible. Et cette autonomie trop faible ne me permet pas d'aller n'importe où. Et ensuite, ça veut dire que j'ai un reste à charge qui va être de 10 15 000 euros alors que je suis un salarié modeste, raison pour laquelle je ne suis pas dans Paris Intramuros, mais à 40 à 50 km de Paris. Et donc, c'est encore une punition supplémentaire. C'est-à-dire que je mets déjà 3 ou 4 heures de transport par jour. Et maintenant, on me dit qu'il va falloir en plus que je ne sois interdit de séjour Votre dans solution, Paris. vous, Olivier Faure, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous dites ce matin à Anne Hidalgo Mais d'abord, je lui dis, quand on a des mesures de ce type-là, on ne réagit pas en disant Paris décide pour tout le monde. Paris ne peut pas décider pour toute la région Île-de-France. Il faut que tout le monde soit autour de la table et avec un certain nombre de mes collègues élus de la Grande Couronne, nous lui avons à nouveau réécrit pour lui dire nous voulons pouvoir discuter de ce plan. Deuxième chose, c'est que effectivement, moi je suggère, alors peut-être qu'il y a d'autres propositions sur la table, mais moi je suggère que nous ayons ce système donc de filtre à particules, parce que le filtre à particules c'est 500 euros aujourd'hui, 400-500 euros dans les autres pays européens. Je prends l'exemple de Berlin, ils prennent en charge, collectivité de Berlin, 250 euros à peu près de ses frais, donc la moitié de ce filtre est pris en charge par la commune sous forme de crédit d'impôt. Et nous, on pourrait même ajouter en France un crédit d'impôt d'État qui permettrait donc de tout cumuler et d'avoir presque la neutralité. Et donc, parce que ce qui est quand même phénoménal, c'est de dire à des gens qu'on a incités à acheter un diesel il y a quelques années, l'État les a incités, on leur dit maintenant, eh bien, on vous dit stop. On vous dit que votre véhicule, il vaut plus rien. Alors qu'il y a 3 ans, on vous dit achetez-le, maintenant on vous dit vendez-le. Non mais on est chez les fous. Lucas, un internaute, vous fait lui une autre proposition. Il dit pourquoi ne pas imaginer des transports en commun gratuits financés par des taxes sur les voitures ou les taxes de séjour? Alors, Lucas est bien inspiré, mais j'ai déposé un amendement il y a quelques mois justement pour financer par la taxe de séjour les transports 2 euros par collectifs. mois. C'était 2 euros en moyenne par nuitée pour pouvoir... Ça a été le tollé dans le monde de l'hôtellerie, restauration, etc., où tout le monde a considéré que c'était une atteinte grave à la compétitivité de ces entreprises par rapport aux autres capitales mondiales. Donc je suis revenu, on a trouvé de l'argent autrement ailleurs, en taxant sur les parkings d'entreprises pour faire simple. Et donc j'ai proposé un amendement il y a quelques mois qui permet en octobre prochain au STIF de passer le pass Navigo à 70 euros. Donc nous allons non pas vers la gratuité qui est objectivement utopique,
mais nous allons Il y a vers des une villes qui baisse. pratiquent la gratuité pour les transports en Oui, commun. des villes, mais enfin sur un réseau aussi dense que celui de la SNCF et de la RATP en Ile-de-France, c'est absolument inconcevable. Je veux juste signaler qu'en France, enfin en région Île-de-France, quand vous prenez aujourd'hui un RER dans ma circonscription, vous payez même pas 30% du coût réel de vos transports. Quand vous allez à Londres, eux, ils se dirigent vers une prise en charge par l'usager de l'ordre de 80-90%. C'est-à-dire que vous avez des tarifs qui sont très prohibitifs par rapport à ce que nous pratiquons ici. Olivier Faure, il nous reste quelques toutes petites minutes où on va aborder juste deux petits points rapidement qui font écho à l'actualité d'aujourd'hui et d'hier. Et l'actualité du jour, c'est le gouvernement qui présente sa réforme de l'islam en France. Manuel Valls est ce matin à Strasbourg pour parler formation des imams. Jusqu'où peut aller l'État dans le choix des imams? Jusqu'à s'opposer, jusqu'à exiger un diplôme, jusqu'à révoquer quelqu'un Mais là, d'abord, ce n'est pas le gouvernement qui introduit ce débat. Ce débat, il est dans la société française avec un certain nombre d'interrogations qui pèsent aujourd'hui sur l'islam en France et qui accréditent une forme de soupçon. Et donc, l'intérêt de la communauté musulmane aujourd'hui, c'est effectivement de faire la transparence sur celles et ceux qui ont pour fonction de prêcher dans les mosquées. Et donc il faut maintenant qu'il y ait une discussion qui s'entame avec les musulmans et que nous puissions voir quels sont les prédicateurs, dans quelle langue ils le font, comment ils le font, et s'assurer qu'on a des gens qui effectivement sont non pas sous influence extérieure, mais sous influence républicaine. C'est une obligation qui nous est faite à tous, mais cette transparence-là, elle a d'abord une vertu pour les musulmans qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas être amalgamés avec les dérives salafistes. Mais à Strasbourg, par exemple, où c'est le régime du concordat qui est en application, la puissance publique peut dire à un évêque non, on n'est pas d'accord. Enfin, dire en tout cas au Saint-Siège, on n'est pas d'accord avec le choix de tel évêque. Est-ce qu'il faut faire la même chose pour les imams? Moi, je préférerais que le concordat d'Alsace-Moselle rejoigne le droit commun de la République plutôt que de voir la République rejoindre partout le régime concordataire. Donc, pour moi, ce n'est pas un modèle. Je préfère que chacun s'occupe de ce qu'il a à voir. Donc, il ne s'agit pas de dire que l'État doit organiser lui-même le culte musulman ou le culte catholique. Jusqu'où, c'est ça? Jusqu'où peut-on mettre le curseur? Est-ce qu'il faut des diplômes? Est-ce qu'il faut des vétos, des révocations, etc. Concrètement, jusqu'où l'État peut s'immiscer dans l'organisation du culte musulman? C'est une question assez difficile parce que ça suppose... il faut d'abord, en réalité, le premier point, c'est qu'il faut que les musulmans eux-mêmes organisent leur propre religion de manière différente, de manière à avoir des institutions qui soient en capacité de faire cette régulation. Et la raison pour laquelle ça se pose aujourd'hui, et que vous posez cette question à l'État français, c'est parce que le sentiment général, c'est que le CFCM n'a pas cette capacité-là. Et donc, j'ai envie de dire, la première étape, c'est, alors peut-être une étape transitoire pendant laquelle on accompagne, on aide, etc. Mais le mieux, c'est effectivement que ce soit les musulmans eux-mêmes qui prennent en charge cette formation, ce contrôle, cette régulation, et que nous n'ayons pas effectivement un mélange des genres. L'État doit assurer la neutralité et le respect de toutes les croyances et incroyances. Et de leur côté, les religions doivent s'assurer que celles et ceux qui prêchent en leur nom le fassent dans un cadre qui est le cadre de la République. Merci Olivier Faure, ce sera le mot de la fin. Merci à tous, merci chers internautes. On se retrouve mardi prochain. Notre invité sera Pierre Gattaz. Mardi prochain, 8h30. D'ici là, restez connectés. À bientôt.